Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la poésie, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. L'histoire de ce poème paraît hyper simple au départ, non? Une petite balade innocente, un jeune soldat qui fait la sieste dans l'herbe, et puis le choc. Il est tragiquement mort. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va voir exactement comment Rimbaud, ce génie absolu, arrive à transformer un paysage idyllique digne d'une carte postale en une scène bouleversante qui dénonce toute l'horreur de la guerre. Allez, c'est parti! Au menu de notre révision, on commence par l'auteur et son contexte, on passe ensuite au paysage trompeur, à l'apparition du doute, puis à la fameuse chute du poème. Enfin, on verra l'essentiel pour cartonner à l'examen et une petite foire aux questions. Première étape, et pas des moindres, l'auteur et le contexte de l'œuvre. Alors là, on a un contraste qui est juste fascinant. D'un côté, imaginez Arthur Rimbaud. C'est l'adolescent rebelle par excellence, le fugueur, celui qui veut être voyant et faire exploser tous les codes de la poésie. Et de l'autre, on a la forme qu'il choisit d'utiliser ici, le sonnet. C'est une structure super classique, très stricte, héritée de la Renaissance, avec ses deux quatrains et ses deux tercets. Pourquoi s'enfermer là-dedans? Eh bien, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en octobre 1870, en pleine guerre franco-prussienne. Rimbaud n'a que 16 ans, il fugue et il se prend en pleine face les horreurs de ce conflit. Enfermer un traumatisme aussi violent et contemporain dans un moule traditionnel aussi rigide, c'est littéralement un coup de maître de sa part. On passe à notre deuxième partie, un paysage idyllique mais terriblement trompeur. Ce poème, c'est une vraie masterclass de progression dramatique. En fait, Rimbaud nous embarque dans un voyage en 3 étapes hyper précises. Au début, c'est la vie, un décor magnifique, la nature, le printemps, la lumière. Ensuite, on glisse doucement, presque sans s'en rendre compte, vers une zone de doute à cause de l'ambiguïté autour du sommeil de ce soldat, pour finir par s'écraser, et le mot n'est pas trop fort, contre la réalité brutale, la mort. C'est là qu'il faut vraiment observer comment Rimbaud manipule le langage. D'abord, il balance un champ lexical de la nature super riche, avec des personnifications pleines de lumière. On a une rivière qui chante, une montagne fière, bref, un trou de verdure qui a l'air super chaleureux et hyper protecteur. Mais attention, en même temps, il glisse ce qu'on appelle des rejets. Vous savez, c'est quand un vers se termine par un bout de phrase comme « des haillons » et que le reste, d'argent, tombe de manière abrupte au début du vers suivant. Ces rejets, ce sont de vraies micro-fractures rythmiques. Ça vient subtilement casser la belle mélodie du poème pour nous chuchoter que sous cette carte postale parfaite, il y a un truc qui cloche. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'apparition du doute. Plus on avance vers le milieu du poème, plus l'attention se focalise sur le jeune soldat. Et là, la dualité crève les yeux, construisant une vraie petite angoisse. D'un côté, on a des mots super rassurants. Le soldat dort, il est baignant dans la lumière, étendu sur un lit vert, tout va bien, non? Sauf que, de l'autre côté, les indices morbides s'accumulent. Il a la bouche ouverte, il est pâle, et la frontière entre le dodo et le trépas devient franchement floue. Le Pierre, il a les pieds dans les glaïeux, des fleurs qu'on associe presque toujours au rite funéraire, et son sourire ressemble à celui d'un enfant malade. Là, le doute s'installe lourdement. Pour faire monter cette tension, Rimbaud joue avec l'antithèse comme un chef. Quand il écrit « Nature, berce-le, chaudement, il a froid », boum, il oppose frontalement la chaleur maternelle et bienveillante de la nature avec le froid glacial du corps du garçon. C'est le choc direct entre la vie et la mort. Et à côté de ça, il utilise des euphémismes. En gros, il adoucit la réalité sinistre de ce corps sans vie, ça met comme un filtre poétique sur la scène, ça retarde le moment où on va comprendre la vérité, et ça nous berce d'illusions encore un instant. Quatrième étape de notre décryptage, la fameuse chute et la dénonciation implicite. Et puis on arrive à la dernière strophe. Le poème se termine sur ce vers, honnêtement glaçant. Il a 2 trous rouges au côté droit. C'est l'ultime chute, le coup de théâtre retentissant du sonnet. C'est une vraie claque qui détruit instantanément toute l'harmonie visuelle qu'on avait jusqu'ici. À la seconde où on lit ce vers, on est obligé de relire tout le poème dans notre tête, mais avec une vision tragique. Tout s'éclaire d'un coup. Le lit vert, ce n'était pas pour la sieste, c'était une tombe. La pâleur, ce n'est pas la fatigue, c'est la perte de sang. En fait, le dormeur ne dort pas du tout. Il a été tué au combat. La symétrie de la structure est d'une puissance redoutable. On passe de l'infiniment grand, ce macro-paysage avec son trou de verdure, qui symbolise la vie, la lumière et la beauté, à l'infiniment petit, le micro-détail de ces 2 trous rouges causés par les balles. C'est la mort, la violence humaine à l'état pur. Et c'est exactement par ce contraste frappant que Rimbaud dénonce l'absurdité de la guerre, sans jamais le dire texto. Le simple choc visuel de la violence humaine détruisant un sanctuaire naturel, ça crie 1000 fois plus fort qu'un long discours politique. On passe à la 5e partie, super pratique, l'essentiel pour l'examen.
Bon, si on veut tout déchirer le jour J, il y a 5 points incontournables à graver dans sa mémoire. 1. On retient le choix paradoxal de la forme très classique du sonnet. 2. On a cette nature idéalisée mais qui nous ment. 3. Le glissement super progressif et dramatique du sommeil vers la mort. 4. Le contraste coup de poing entre la vie naturelle et la fatalité de la guerre. Et 5. Cette méthode de dénonciation purement implicite qui passe uniquement par l'image. Et pour marquer des points à l'oral en toute confiance, voici 3 petites phrases clés en main. D'abord, Rimbaud utilise la forme classique du sonnet pour y cacher une révélation poignante. Ensuite, l'apparente sérénité du paysage n'est une illusion masquant l'horreur. Et enfin, la chute finale donne tout son sens au poème. Placez ça et vous démontrez direct à l'examinateur que vous avez capté l'essence et la mécanique de l'illusion poétique de Rimbaud. Et on termine avec notre dernière partie, la foire aux questions. Anticiper l'oral, c'est crucial. Voyons 5 questions qui tombent hyper souvent. Si on vous demande pourquoi le titre est ambigu, parlez de prolepse, ce procédé stylistique qui annonce subtilement la fin, car le dormeur est bel et bien mort. Sur le rôle de la nature, expliquez qu'elle est faussement protectrice face à la folie des hommes. La dénonciation, rappelez bien que tout passe par le contraste, c'est de l'implicite pur. Si on vous relance sur le rôle du fameux rejet, dites qu'il est là pour briser la mélodie classique et créer un malaise. Et enfin, pourquoi la comparaison avec l'enfant malade? Tout simplement pour souligner l'innocence sacrifiée et la fragilité du jeune soldat. Pour clôturer ce décryptage, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette question un peu provocatrice. Comment un simple silence et un twist visuel dans un poème de 14 lignes peuvent-ils dénoncer l'absurdité de la guerre bien plus efficacement qu'un immense discours politique? C'est vraiment ça l'héritage de Rimbaud, un vrai visionnaire qui savait que laisser les images frapper l'esprit d'elles-mêmes sans jamais faire la leçon laisse une marque indélébile. C'est ce qui rend ce texte, plus d'un siècle plus tard, toujours aussi bouleversant. Merci d'avoir suivi cette révision et à très vite pour de nouvelles analyses.